Mélange de foot, de MMA et de boxe à main nue, on parle de combat à 27 contre 27 où le ballon se transmet à la main et où la solution pour arrêter Mbappé quand il dribble 3 défenseurs, c'est lui mettre un énorme takedown à la Daniel Cormier. À base de descendants spirituels de centurions romains tatoués des pieds à la tête et s'entraînant chaque semaine pour péter des orbites, on vous raconte cette dinguerie qu'est le calcio florentin. Créé au Moyen-Âge et popularisé à la Renaissance en Italie, le calcio florentin tire ses racines dans le harpastum, un jeu de balle collectif développé par les légions romaines pendant les conquêtes de l'Empire. Bon déjà, quand vous entendez sport collectif et légion romaine dans la même phrase, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des nez pétés quelque part. Et ça n'a pas loupé. Enfin, on parle quand même d'une armée où chaque fantassin était grosso modo entraîné comme le plus hardcore des commandos. Donc c'est un peu comme quand Khabib Nurmagomedov et sa team de tueurs à gages s'étaient fait construire leur terrain de basket au Daghestan. En fait, les gars sont tellement imprégnés par le combat et la violence que même sur un simple sport comme le basket, ils sont incapables de ne pas rajouter du combat dans l'équation. Et ils avaient immédiatement rajouté des takedowns et du combat au sol. Pratiqué dès le Moyen-Âge et inspiré par le harpastum donc, le jeu fut très prisé par les jeunes par son côté dur allié à son aspect rassembleur. Équipe contre équipe, quartier contre quartier, un bon match de calcio, de l'italien calciare, donner un coup, c'est l'occasion de se souder avec son voisin et de prouver sa valeur. La discipline trouve un succès tout particulier dans la ville de Florence et il semble avoir été plébiscité par la haute société tout autant que par les quartiers les plus modestes. Il est même rapporté que les papes, Clément VII, Léon IX et Urbain VIII, y jouèrent au Vatican pendant leur mandat. Et franchement, un pape qui met des plaquages cathédrales et crucifie les défenseurs sur des changements d'appui à la John Alomou, comment voulez-vous faire plus poétique ? En tout cas, à Florence, le calcio devient tradition, et c'est pour ça que rapidement d'ailleurs, on s'y référa en tant que calcio florentin. Il fut ainsi pratiqué jusqu'au début du XVIIIe siècle, avant de tomber en désuétude, et il fut remis au goût du jour en 1930 par Mussolini, pour des tournois organisés chaque année jusqu'à aujourd'hui. Mais alors bon, il y a des mises au sol, c'est à main nue, il y a un ballon, mais comment ça se passe exactement le déroulé d'un match ? Bon déjà, faut se dire que ça ressemble un petit peu à du foot, mais ça se joue à la main. L'objectif est simple, envoyer le ballon dans la zone d'en but. Ça se joue sur un terrain rectangulaire sableux entre deux équipes de 27 joueurs composées de plusieurs gardiens, de défenseurs, de milieu et d'attaquants. Et à la fin de chaque match, la plupart des mecs sont entièrement recouverts de terre et de sable et on n'imagine pas l'état des douches ensuite. Là, il faut au moins du savon Onae pour s'attaquer à un chantier pareil. Après ça va, avec le freezer et le nouveau banger Morito pour l'été, il serait entre de bonnes mains. Tout le sel de ces mini-guerres à main nue, c'est ce qui se passe au niveau des contacts. Bon, si vous avez la balle déjà, l'objectif c'est de se rapprocher le plus possible de l'en-but. Mais les adversaires ont le droit de vous plaquer à un ou à plusieurs, et même de vous mettre un coup de pied pourvu que le coup de pied touche le ballon en même temps. Théoriquement, et d'après ce qu'on a compris, malgré cette image qu'on a mise au début, il n'y a pas le droit de mettre directement des droites au porteur de balle. Donc lui, pour le coup, avec ses deux fulgures au point en mode Cyril Gane contre Adam Drischka, il a visiblement salement été pris en flagrant délit geste illégal. Mais alors, et si vous n'avez pas la balle ? Eh ben, si vous n'avez pas la balle et que vous êtes en première ligne, plantez vos dents dans le protège-dents et en avant pour du bon vieux MMA à main nue à l'ancienne. Tout le monde peut se battre avec tout le monde. Néanmoins, pour éviter les bains de sang et les bouquets de paraplégiques à chaque événement, il y a quand même quelques règles à respecter. Pour tout d'abord, pas le droit d'attaquer à 2 contre 1. Ensuite, pas le droit d'attaquer quelqu'un par derrière. L'engagement d'un combat doit se faire de front et clairement. Pas de coup quand on est mis au sol. On peut mettre son adversaire au sol, puis il faut le maintenir et l'immobiliser, mais aucun ground and pound à la Anthony Johnson ne doit être déclenché, et encore moins de soccer kick à la Shogun. Pour le reste, à part on l'imagine d'éviter les parties génitales et doigts dans les yeux, c'est buffet à volonté. Et c'est assez marrant de voir parfois des moments de flottement d'ailleurs où l'équipe qui a la balle fait juste une passe à 10 dans leur moitié de terrain pour laisser à tous ceux qui se démontent au centre du terrain tout l'espace possible. Ou encore les moments où un mec tente d'une percée en piquant un sprint avec le ballon mais il doit slalomer entre les mecs qui combattent au sol et ceux qui sont en plein duel d'anglaise. Coupure, doigts cassés, choc et impact monstrueux, chaque match offre son lot de blessés et de chaos spectaculaires. Et quand un joueur est évacué du terrain, l'équipe doit faire 100. Pas le droit au remplacement dans un calcio florentin. Pour réguler et veiller au bon déroulement de la bataille rangée, des arbitres quadrillent et observent le jeu d'un peu partout. Il y a un arbitre principal, des arbitres de touche, des commissaires hors du terrain et un maestro de campo qui veille aux tentatives de tricherie et au bon déroulement du match en général.
Bon, par moments, les terrains ressemblent plus à des champs de bataille qu'à des compétitions sportives. L'espace est jonché de corps, allongés ou assis en train d'être soignés par les médecins, ça boite, ça combat au sol, ça grimace et ça gémit de douleur. Le nombre de joueurs pouvant tenir debout pouvant même être parfois moins important que le nombre de joueurs en train de récupérer de l'hécatombe. Bon, on va pas prétendre non plus qu'un tel événement ne dégénère jamais. Chaque équipe, les blancs, les bleus, les verts et les rouges, représente un quartier historique de Florence. Donc chaque équipe est composée de voisins, d'amis et d'hommes s'entraînant régulièrement ensemble au combat à main nue. Alors au-delà du sport, il est évident que les tensions doivent être au plus haut quand les premières patates commencent à pleuvoir. En 2006, lors du premier match du tournoi entre Bianchi et Azzoli, une bagarre générale dégénéra à un niveau tellement grave que tout le tournoi fut purement et simplement annulé. En 2007, rebelote est toujours entre les blancs et les bleus, cette fois suite à une erreur d'arbitrage, et là, pour la première fois, c'est la police d'État italienne qui a dû intervenir pour arrêter le match. Mais malgré ces rares écarts, il faut avouer que les costumes médiévaux traditionnels et le nom sympathique du tournoi des 4 quartiers, donnant presque un petit côté foot de rue à toute l'affaire, lui donnent un charme indéniable. L'événement attire chaque année des milliers de spectateurs qui payent leur place pour assister aux matchs organisés de manière professionnelle en plein centre-ville de Florence. Au programme, des parades en costume, des fanfares et toute une ville en ébullition. Pour les participants au tournoi, l'intensité, la passion et la ferveur donnent presque l'impression d'assister à une finale de Coupe d'Europe tant tout le monde est investi. Bon alors vous êtes chaud pour une partie ou... Et encore, le calcio florentin, on reste sur un sport sans armes. Parce que si on devait aller chercher les sports collectifs les plus bourrins du monde ou qui ont existé, bah déjà on vous citerait pour commencer le Ultimate Tac Ball, où c'est comme du handball mais avec une balle d'1 mètre de diamètre et tout le monde a un taser. Et si on remonte un peu plus dans le temps, on pense bien sûr aussi au jeu de balle Maya, où tu ne dois passer la balle qu'avec ta hanche, ton coude et ton genou, et l'équipe perdante était sacrifiée aux dieux. Bon, apparemment, aujourd'hui, les experts démentent que ce soit l'équipe perdante qui passe à la casserole, et ils penchent plutôt sur le fait que pour divertir les foules, ils exécutaient 1 ou 2 prisonniers à la fin de chaque jeu. Pour garder une bonne ambiance, on l'imagine. Enfin voilà, c'était l'histoire du calcio florentin ou calcio storico dans les contes du Père Rusty. On espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous,